Les soldats ukrainiens encerclés à Mariupol lancent un SOS et supplient les dirigeants du monde de leur venir en aide. Moscou dénonce l'utilisation de boucliers humains. Américains et Européens s'accordent pour intensifier les sanctions contre la Russie qui a lancé une nouvelle phase de la guerre en Ukraine centrée sur le Donbass. L'hyper-présidence d'Emmanuel Macron touche à sa fin. Analyse dans ce journal. La petite ville du Donbass de Kremina est la première à tomber sous le contrôle des Russes depuis le début de leur offensive sur l'est de l'Ukraine. Selon le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu, l'armée de Moscou suit le plan de libération établi par Vladimir Poutine. À Mariupol, dans le sud, les soldats ukrainiens admettent redouter vivre leurs dernières heures. Dans un message, un officier dit supplier tous les dirigeants du monde à leur venir en aide et les emmener sur le territoire d'un pays tiers. De son côté, le président ukrainien a renouvelé son appel à une évacuation des civils de Mariupol et accuse les Russes de refuser tout corridor humanitaire. La Russie assure de son côté avoir au contraire ouvert un couloir pour tous ceux qui souhaitent déposer les armes. Ces radicaux et néo-nazis de l'aciérie d'Azovstal n'ont pas honte de se protéger de nos militaires en révélant, soudain, après un mois de blocus, qu'ils ont soi-disant des civils avec eux. Et jusqu'à hier, ils ne l'avaient pas dit. Ils sont encerclés par nos militaires et même lorsque des centaines se sont rendus, aucun ne s'est souvenu de ces civils. Une fois encore, ils se sont révélés tels qu'ils sont. Les civils ne peuvent s'être retrouvés dans ces installations qu'en qualité de bouclier humain. Les frappes russes se sont également intensifiées à Kharkiv, où le maire parle d'un tapis de bombes permanent sur des quartiers civils. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce la nouvelle offensive russe et appelle à la mise en place d'une pause humanitaire de 4 jours à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Alors que la Russie a lancé une nouvelle phase de la guerre en Ukraine centrée sur le Donbass, le secrétaire général de l'ONU a appelé à une pause humanitaire pour permettre d'évacuer les civils présents dans cette région. Antonio Guterres prévient que 40% des Ukrainiens encore présents dans le pays auront prochainement besoin d'aide humanitaire, soit près de 16 millions de personnes. J'appelle les Russes et les Ukrainiens à faire taire les armes et à ouvrir une voie vers la sécurité pour tant de personnes en danger immédiat. Les 4 jours de la période de Pâques devraient être l'occasion de s'unir pour sauver des vies et faire avancer le dialogue pour mettre fin aux souffrances en Ukraine. Réunis en visioconférence ce mardi, les dirigeants américains, européens et japonais se sont accordés pour accroître l'isolement international de Moscou à travers l'adoption de nouvelles sanctions. Une prise de position saluée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que selon les nouvelles prévisions du FMI, le PIB russe devrait se contracter de 8,5% en 2022 en raison des sanctions occidentales. Sur le terrain, les combats sont incessants d'après le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk. Moscou a annoncé avoir tiré des missiles de haute précision, neutralisant 13 places fortes ainsi que des concentrations de troupes près de la ville de Sloviansk. La bataille du Donbass a commencé. Les forces russes ont entamé une nouvelle phase d'opération offensive à grande échelle dans l'est de l'Ukraine, probablement destinée à conquérir l'ensemble des régions de Donetsk et Louhansk. Selon l'Ukraine, les forces russes attaquent maintenant les positions ukrainiennes sur toute la ligne de front de 480 km dans cette région clé. Dans son dernier briefing, le ministère russe de la Défense indique que les tirs de missiles et l'artillerie ont frappé plus de 1200 cibles en Ukraine pendant la nuit. Parmi les endroits lourdement bombardés se trouve Kharkiv. Ici, les forces ukrainiennes ont poursuivi une contre-attaque réussie au sud-est de la ville, prenant plusieurs petites localités. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, cette offensive ukrainienne obligera probablement les forces russes à détourner une partie de la puissance de combat destinée à l'axe d'Izoum qui est au point mort. Les troupes russes auraient capturé la ville de Kremina. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, il est peu probable que ces offensives soient beaucoup plus réussies que les opérations ratées autour de Kiev.
Et maintenant, dans le Donbass, lorsque les autorités russes parlent du Donbass, elles désignent l'intégralité de 2 grandes régions orientales, Louhansk et Donetsk. Au début de la guerre, près des 2/3 des régions orientales étaient aux mains des Ukrainiens. Le reste était dirigé par des séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014. Toute la région du Donbass s'étend de la frontière nord jusqu'à la périphérie de Mariupol, au sud, où les forces russes ont poursuivi leurs assauts contre les combattants ukrainiens dans l'usine d'Azovstal. Des dizaines de milliers de civils sont toujours à Mariupol et ne peuvent être évacués. L'Ukraine affirme qu'il n'y aura pas de couloirs humanitaires pour les civils piégés dans les zones de conflit pour la 3e journée consécutive, car il n'y a pas eu d'accord avec la Russie. Les gouvernements régionaux exhortent les gens à évacuer les zones s'ils le peuvent, et là où cela est encore possible. Les tensions ne retombent pas entre Israéliens et Palestiniens. Ce mardi, le Croissant Rouge palestinien a fait état d'une 40aine de blessés ici à Burqa, au nord de la Cisjordanie, lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Les Palestiniens protestaient contre une marche organisée par des Juifs nationalistes en direction du site de Homesh. Cette colonie située près du village de Burqa a été évacuée par Israël en 2005, mais les colons exigent sa reconstruction. La situation reste également tendue entre Israël et la bande de Gaza. Tôt ce mardi matin, l'aviation israélienne a bombardé un site présumé d'armement du Hamas après un tir de roquette non revendiqué la veille vers Israël. Ces opérations ont été lancées dans la foulée d'attaques récentes en Israël, dont 2 ont été perpétrées à Tel Aviv par de jeunes Palestiniens de Cisjordanie. Ces attaques ont fait 14 morts depuis le 22 mars en Israël, dont 5 ici à Bnei Brak, ville ultra-orthodoxe de la banlieue de Tel Aviv. Depuis, 23 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués notamment en Cisjordanie. À noter que ces derniers jours, plus de 150 Palestiniens ont été blessés à Jérusalem lors de heurts avec les forces israéliennes, vendredi et dimanche dernier sur l'esplanade des mosquées. Le Premier ministre britannique s'est excusé sans réserve devant le Parlement mardi après avoir reçu une amende de 60 € pour avoir enfreint les restrictions sanitaires. En cause, une fête surprise pour ses 56 ans qui s'est tenue le 19 juin 2020 en plein confinement. Face aux députés, Boris Johnson a tenté de se défendre. Permettez-moi de dire, non pas pour me dédouaner, mais simplement pour expliquer mes propos tenus précédemment dans cette assemblée, qu'il ne m'est pas venu à l'esprit, à l'époque et même après, qu'un rassemblement dans la salle du cabinet juste avant une réunion vitale sur la stratégie de Covid pouvait constituer une violation des règles. Je répète que c'était mon erreur et je m'en excuse sans réserve. Boris Johnson est le premier chef de gouvernement en exercice sanctionné pour avoir enfreint la loi et il risque d'autres amendes dans le cadre de cette affaire baptisée le Partygate. Selon une étude publiée lundi, 72% des sondés ont une appréciation négative du Premier ministre, le terme revenant le plus souvent étant celui de menteur. Choisir entre la peste et le choléra. Cette expression, souvent entendue au sujet du second tour de la présidentielle, montre le peu d'affection porté par beaucoup à Emmanuel Macron. Alors pourquoi tant de haine ? La personnalité du président français, tout d'abord, exacerbée par le régime hyper-présidentiel de la Ve République. Froid, insensible, arrogant, voire méprisant, Emmanuel Macron aime se mettre en scène et excelle dans la gravité solennelle. Son manque d'attache territoriale, son langage exigeant et son style général bien loin des Français d'en bas le placent à des années-lumière d'un Jacques Chirac, par exemple. Et pourtant, même François Hollande, qui voulait être un président normal, était devenu très impopulaire à la fin de son mandat. Une partie de l'explication se trouverait donc dans cette fonction présidentielle à la française, symbole spectaculaire d'omniprésence et de toute puissance. Un trône royal qui sied parfaitement à un Emmanuel Macron dont, en plus, la gestion des crises des Gilets jaunes et du Covid-19 l'a encore éloigné d'une grande partie du peuple.
Les promesses de 2017 de grand renouveau, de partage du pouvoir semblent aujourd'hui bien loin. Et plus qu'une République en marche, c'est plutôt simplement une présidence en marche qu'Emmanuel Macron incarne aujourd'hui.